Salam, bonjour. On peut peut-être commencer, ou tu peux peut-être commencer par te présenter brièvement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. C'est vrai que là, on n'est que deux, mais ça s'adresse, je l'espère, à un certain nombre de personnes qui vont pouvoir écouter, suivre ces propos. Donc, je me présente, Ahmad Ibrahim. Donc, je suis militant palestinien, fils de réfugiés, des deux parents, donc deux parents réfugiés palestiniens. Et je suis militant à Urgence Palestine, également membre de Perspectives musulmanes, donc une organisation qui s'est constituée il y a quelques années dans le but de lutter contre l'islamophobie, mais également dans le but d'apporter un mouvement politique qui permet à la communauté musulmane de se structurer et de poser des revendications, mais aussi de se battre pour ses droits, pour se défendre, mais aussi être force de proposition pour elle et par elle. Et bon, je parlais aussi d'Urgence Palestine, membre d'Urgence Palestine. Urgence Palestine qu'on a constituée au lendemain du début du génocide, donc en octobre 2023, dans le but de mener la mobilisation en France contre le génocide qui est perpétré en Palestine, à Gaza en particulier. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres éléments Non, que je c'est rajoute? déjà un bon début. Alors, si on était il y a 15 jours, j'aurais commencé évidemment par Gaza, mais tu parlais de force de proposition, là, quelque part dans le monde, en l'occurrence en Syrie. La communauté musulmane est force de proposition, puisqu'un des dictateurs qui a été qualifié de laïque très longtemps par nombre d'acteurs politiques en France vient de tomber. C'est un des tyrans, on peut le dire, je crois, surtout après la découverte de certaines prisons dont on ignorait même l'existence. C'était un des tyrans les plus sanguinaires de la planète, un des plus, en tout cas la dynastie Assad, une des plus anciennes aussi. Il y a 15 jours, personne n'aurait imaginé que le régime allait tomber aussi vite. Donc, beaucoup de relais de propagande se sont mis en place ces derniers jours. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant ce que ça va entraîner comme conséquence pour la Palestine. Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu comment tu vois la victoire de la révolution syrienne? La première chose, c'est qu'on est forcément heureux quand on voit un peuple qui se libère du joug d'un tyran. Là, c'est pas juste un tyran, c'est tout un régime qui s'effondre. C'est tout le système de la Syrie, de la famille Assad, de la dynastie Assad. Donc, pour rappel, comme tu l'as évoqué, la prise de pouvoir par le père en 1970, suivie du fils qui lui a succédé en 2000, 2001, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne. C'est une dynastie qui tombe après 54 ans de règne sans partage. Donc, et pas juste une dictature comme une autre avec de la répression, avec même certainement des exécutions comment dire, extrajudiciaires ou ce genre de choses. Là, on parle vraiment d'une dictature qui a fait une guerre totale à son peuple, et pas seulement depuis 2011, c'est pas seulement depuis la révolution syrienne, le début de la révolution syrienne en 2011, que la dictature des Assad s'est montrée particulièrement sanguinaire avec son peuple, et pas seulement avec son peuple d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer. Au passage, la dictature de père-fils des Assad a été un des acteurs majeurs de la liquidation de la question palestinienne, ou en tout cas de la présence palestinienne en Syrie, de la question palestinienne ou de la résistance palestinienne dans la région. J'en reviens au peuple syrien, donc on est forcément heureux quand on voit un dictateur qui tombe, un régime aussi tyrannique qui tombe. La guerre civile en Syrie, on parle entre 500 000 et 1 million de morts. Enfin, je pense qu'on n'aura jamais de chiffres très précis sur la question, mais ça nous donne une idée de l'ampleur du désastre que ça a été pour la Syrie. Il y a un pays qui avait à peu près 22 millions, 23 millions d'habitants avant la guerre, au moins 13 millions de déplacés ou donc à l'intérieur de la Syrie ou réfugiés à l'extérieur de la Syrie. On sait qu'il y a au moins 6 ou 7 millions de Syriens qui sont à l'extérieur de la Syrie, que ce soit au Liban, en Jordanie, en Turquie ou en Europe. D'ailleurs, beaucoup de Syriens, et avant la révolution, et de Palestiniens, puisqu'il y a beaucoup de Palestiniens en Syrie, en tout cas il y avait beaucoup de Palestiniens en Syrie avant la guerre civile, beaucoup sont des exilés, mais de très longue date. Il y a beaucoup de familles syriennes ou palestiniennes qui vivent hors de la Syrie depuis bien avant la révolution, du fait du régime, de la répression du régime syrien. Et là, on parle d'un régime qui a entretenu une politique de terreur absolue, avec, comme tu l'évoquais, des prisons où on avait des tortures et des traitements épouvantables imposés aux prisonniers. Donc cette image-là de voir les familles se retrouver après des années de séparation, les prisonnières en particulier,
les femmes prisonnières, les hommes prisonniers, les enfants prisonniers qui ont été libérés des prisons, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. Après, qu'est-ce que deviendra la Syrie après? C'est pas entre nos mains. De toute façon, le peuple syrien, c'est un peuple qui a déjà beaucoup sacrifié et qui, je l'espère, saura composer par la suite. De toute façon, c'est pas entre nos mains et on a, comment dire, c'est quelque chose, c'est des décisions qui reviendront au peuple syrien de savoir comment sera gérée la Syrie après et comment seront relevés les défis immenses de la chute d'un régime qui était moribond. Si le régime a chuté aussi vite, je pense que personne ne s'attendait à ce que le régime chute aussi vite. Je pense que même les mouvements qui sont partis du nord de la Syrie pour converger vers le sud, je pense que même eux ne s'attendaient pas à ce que ça tombe aussi vite. À mon avis, personne s'y attendait. Et le régime s'est effondré comme un véritable château de cartes. Ça, c'est un indicateur du fait que le régime n'avait plus de base sociale. C'était un régime vraiment moribond qui ne tenait que sur la répression et sur le discours de dire « c'est moi ou le chaos ». Et finalement, pour imposer le moi, il a provoqué le chaos dans le pays, la guerre confessionnelle, il a monté les confessions, les communautés les unes contre les autres. Et à ce propos, je note un fait qui est assez remarquable, c'est que la chute du régime a été saluée par toutes les confessions et les communautés qui existent en Syrie, que ce soit les Palestiniens, les Syriens, les Kurdes, les chrétiens, les musulmans, les différentes, par exemple les Ismaéliens, même les Druzes, je crois que même une partie des Alaouites, je ne vais pas m'avancer, donc, sachant que le régime est issu de la communauté alaouite, mais il y avait, ces dernières années, j'avais pu suivre un gros ressentiment, même dans la communauté alaouite, qui s'était senti exploité, floué par le régime, qui s'était servi d'eux comme chair à canon contre les autres Syriens. Donc c'est une bonne nouvelle pour les peuples, c'est une bonne nouvelle d'abord pour le peuple syrien. C'est une bonne nouvelle pour les prisonniers qui ont passé des années. Il faut savoir que dans les prisons du régime, il y a des gens qui y étaient depuis une cinquantaine d'années. Une quarantaine, cinquantaine d'années. Et quand ils ont été libérés, ils pensaient que c'était les troupes de Saddam Hussein. J'ai vu ces vidéos, ouais. Voilà, c'est terrible. Enfin, je rigole, je devrais pas, mais c'est une situation quand même terrible au point qu'on a des gens, ça fait 50 ans, ils savent pas ce qui s'est passé dans la région. Ils se disent, ah ouais, en fait, c'est les troupes de Saddam Hussein qui est tombé depuis maintenant 20 ans, qui sont arrivés pour nous libérer. Il faut voir le degré, dans certains cas, le degré de privation de liberté. On ne parle pas juste de privation de liberté, on parle de privation d'air, de lumière, de toute forme de dignité. Un régime comme ça qui tombe, c'est nécessairement une bonne nouvelle. Alors justement, d'abord sur la cruauté du régime et le niveau de torture, il y a même d'anciens prisonniers de Guantanamo qui ont dit que même Guantanamo, à côté de ce qu'ils découvraient là, c'était quand même pas le même niveau d'horreur. Donc quand on connaît un peu ce qu'est Guantanamo, je crois que ça donne une idée de ce qui s'est passé en Syrie. Mais est-ce que tu peux revenir justement sur les rapports du régime avec les mouvements, avec les Palestiniens et les mouvements de libération de la Palestine au fil des décennies, parce qu'on est quand même dans un pays où la gauche anti-impérialiste, un peu ossifiée, a encore beaucoup de clichés sur cette région-là, et où ces derniers jours, il y a une grande inquiétude qui est de se dire, oui, mais quand même, la Syrie de Bachar, c'était un des derniers soutiens des Palestiniens, et on peut au moins leur reconnaître ça. Donc comme tu as parlé un petit peu là de ce qui était arrivé à des Palestiniens exilés en Syrie, est-ce que tu peux développer un peu ? Alors concernant le cas donc plus précis des Palestiniens, il est intéressant de noter qu'avant la guerre civile, faut savoir que les Palestiniens en Syrie ont souffert de pertes à peu près dans les mêmes proportions que les Syriens. On n'a pas de chiffres précis comme pour les Syriens. On sait que le décompte s'était arrêté il y a plusieurs années avant la fin des affrontements. On parlait de 6 ou 7 000 Palestiniens tués, un nombre de disparus qui n'est pas forcément bien connu de façon précise. La communauté palestinienne en Syrie, c'était à peu près, avant la guerre, 500 000 Palestiniens réfugiés en Syrie. Donc principalement des Palestiniens réfugiés depuis 1948, ou des familles de Palestiniens réfugiés depuis 1948 en Syrie. Maintenant, il y a eu des tentatives de recensement pour savoir combien de Palestiniens étaient restés en Syrie ou avaient survécu à la guerre. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais on parle de 150 000 Palestiniens ou maximum 200 000. Ce qui veut dire que la population palestinienne en Syrie a diminué de plus de moitié. Donc on a un des principaux foyers de peuplement palestinien
à l'extérieur de la Palestine, mais à côté de la Palestine, qui s'est retrouvé vidé de sa population palestinienne du fait de la guerre civile. Et l'un des premiers acteurs dans cette catastrophe démographique pour les Palestiniens, c'est le régime syrien. Parce qu'on le rappelle, durant la guerre civile en Syrie, le camp de réfugiés, là, qui était le plus grand camp de réfugiés palestiniens dans toute la région, le camp de Yarmouk, a été assiégé pendant des années par le régime syrien et par des supplétifs du régime syrien. Et c'est d'ailleurs un des cas où il y a eu de façon quasi permanente pendant la guerre la famine. C'est en tout cas un des endroits où on a pu attester sur plusieurs mois, voire plusieurs années, des situations de famine. C'est le camp de réfugiés de Yarmouk, où les Palestiniens et les Syriens qui y vivaient ont été soumis à des conditions de vie terribles et atroces. On parle d'un camp de réfugiés qui comptait... alors, il faut savoir que les camps de réfugiés palestiniens, c'est une densité de population énorme. C'est souvent sur du 1-2 km². Le camp de réfugiés de Yarmouk, si je me souviens bien, on parle de 200 000 habitants, rien que pour le camp de réfugiés de Yarmouk, sur 2-3 km² maximum. À l'issue du siège de Yarmouk, il restait entre les gens qui sont partis, qui sont morts de la famine ou dans les combats, les gens qui ont dû quitter de façon forcée, qui ont dû se déplacer, etc. Il restait moins de 15 000 Palestiniens et Syriens dans le camp de réfugiés de Yarmouk. C'est vous dire le niveau de la catastrophe démographique pour les Palestiniens. Et en fait, d'une manière plus générale, le régime syrien fait partie de ces régimes arabes qui ont participé à la lutte contre les mouvements palestiniens, quels qu'ils soient, et qui ont provoqué aussi, parfois même dans certains pays, une chute démographique de la présence palestinienne. Donc on a parlé de la Syrie. Il faut savoir qu'on parle de la Syrie comme pays de l'axe de la résistance, etc. Mais les mouvements palestiniens en Syrie avaient une présence uniquement politique. Il n'y avait pas de réelle présence militante, active ou ce genre de choses. Il faut savoir que le régime syrien, le père de Bachar al-Assad, donc Hafez al-Assad, a mené la guerre au Liban contre les mouvements palestiniens et les mouvements de la gauche libanaise dans les années 70-80, provoquant un certain nombre de massacres de masse. On pense par exemple au massacre de Tel Za'atar en 1976, où on a au moins 2 ou 3 000 Palestiniens qui ont été tués par une coalition de l'armée syrienne et des milices phalangistes du Liban. Également, en 1985, entre 85 et 88, l'armée syrienne impose un siège implacable des camps de réfugiés palestiniens au Liban. Pendant plusieurs années, donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort de ces camps, sachant que les camps de réfugiés palestiniens à l'époque étaient quasiment désarmés. C'est-à-dire qu'il y avait eu, juste avant que ce siège se mette en place, Israël avait envahi le Liban et avait chassé la résistance palestinienne du Liban. Donc il ne restait pas beaucoup de structures palestiniennes capables de résister à ce siège-là. D'ailleurs, à ce jour, c'est une partie de l'histoire palestinienne que peu de gens connaissent, que même peu de Palestiniens connaissent, la guerre des camps de 85 à 88, et au cours de laquelle il y a eu la famine, la destruction totale de la plupart des camps de réfugiés palestiniens qui étaient assiégés par l'armée syrienne et par d'autres supplétifs libanais. Et cette guerre civile au Liban, dans les années 80, à laquelle a participé la Syrie et évidemment Israël, a contribué à diminuer démographiquement la présence palestinienne au Liban. C'est-à-dire qu'avant la guerre civile, on estimait par exemple qu'au Liban, il y avait entre 200 000 et 300 000 Palestiniens. On va dire 250 000 pour couper la poire en deux. Aujourd'hui, au Liban, il y a à peine 200 000, 250 000 Palestiniens. Alors, évidemment, il y en a beaucoup qui sont morts pendant la guerre civile, mais les conditions de vie des Palestiniens au Liban étaient telles que, en fait, il y a une immigration de masse des Palestiniens pour partir hors du Liban, et on les retrouve dans des pays d'Europe du Nord, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est-à-dire que les choses ne sont pas binaires. Le régime syrien, il a contribué, comme d'autres régimes arabes, à liquider, soit démographiquement, soit politiquement, la question palestinienne, ou en tout cas les mouvements palestiniens, et parfois à liquider les Palestiniens tout court. Donc voilà aussi l'héritage du régime syrien. Donc je ne vais pas vous mentir en vous disant que je ne suis pas mécontent du fait on n'est pas mécontent du fait que le régime soit tombé.
Alors, le régime est tombé et immédiatement, je veux dire, bon, c'est une phrase qui vient pour tout maintenant. Israël bombarde. À la limite, ils ne font que ça. Est-ce que tu peux nous faire un point là sur ce qui se passe, les raisons pour lesquelles l'hégémonie génocidaire et l'expansion permanente touchent maintenant la Syrie, et nous dire un petit peu ce qui se passe exactement sur les différents fronts en ce moment? Ce qui est terrible avec ce qui se passe là, c'est que le peuple syrien, qui avait une forme de communion dans la joie de voir le régime tomber, je veux dire, il y a eu une unanimité syrienne, même de factions adversaires. Je veux dire, les Kurdes sont contents, les sunnites sont contents, les Ismaéliens sont contents, les Druzes sont contents, les chrétiens sont contents. Enfin, il y a un tas de communautés de Syriens qui sont contents. On a vu des liesses populaires partout en Syrie. Euh, à peine les Syriens se relèvent de 13 ans de guerre civile, que Israël vient troubler, c'est même pas troubler, hein, vient en fait vraiment troubler ce moment de liesse populaire et de soulagement aussi, que l'armée israélienne mène la plus grosse campagne de bombardement de son histoire. Au moins la plus grosse campagne de bombardement depuis 1967. Donc la guerre des 6 jours, où l'armée israélienne, en 6 jours, avait vaincu toutes les armées arabes et tué environ 50 000 personnes. Là, on a au moins 300 frappes qui ont été faites contre la Syrie, et l'armée israélienne, qui a cloué au sol toute l'aviation syrienne, détruit les dépôts d'armes, de munitions, même détruit des navires, même frappé des cibles civiles, d'administration, aéroports ou autres. Et l'armée israélienne a rompu le cessez-le-feu qui existait officiellement entre la Syrie et Israël en envoyant des troupes. Donc, pour rappel, je rappelle à ceux qui vont écouter ou visionner cet échange, que Israël occupe le plateau du Golan, donc le Golan en français, qui est un territoire syrien qui a été envahi en 1967 et qu'Israël a annexé. Et il y a une zone tampon entre la zone occupée par Israël et le reste de la Syrie. Israël a pris position donc a envahi la zone tampon et même est allé au-delà de la zone tampon. Donc on a un moment de défi majeur, et en fait, Israël, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel que soit le positionnement qu'on va avoir avec Israël, quelle que soit la façon dont on va se comporter avec Israël, quelles que soient même les intentions qu'on pourra avoir vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire Israël n'a même pas attendu de savoir ce que les nouvelles autorités syriennes auraient à proposer. On ne sait même pas si elles comptaient avoir une attitude un peu comme le régime syrien, c'est-à-dire une espèce de pacte de non-agression. On ne sait même pas s'ils comptaient se lancer à la frontière. Enfin, on n'en sait rien du tout. Ce qu'on sait par contre, c'est que la priorité des nouvelles autorités, c'était d'un peu de mettre de l'ordre dans la nouvelle situation. Et Israël n'a même pas attendu de savoir quelles seraient les intentions des nouvelles autorités, qu'elle a mené l'une des plus grosses campagnes de bombardement de son histoire. C'est-à-dire que quelles que soient les intentions qu'on a vis-à-vis d'Israël, Israël, et ça c'est un rappel très important, Israël est un projet expansionniste, impérialiste, colonial et génocidaire. Son existence s'appuie sur l'absence des peuples qu'il colonise et qu'il envahit. Et que même si à l'heure où on parle, pour le moment il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur cette question-là, je doute, je ne veux pas m'avancer, mais je doute du fait que ça aille plus loin dans un premier temps. Je pense qu'Israël avait une volonté de grappiller des territoires, histoire de dire on agrandit notre glacis défensif à la frontière syrienne. Donc je ne sais pas si ça ira plus loin. Mais en tout cas, il y a l'idée aussi de dire que Israël utilise toutes les occasions possibles et imaginables pour avancer ses pions et pour faire en sorte de faire plier la région et les peuples de la région sous son joug. Et là, Israël, l'initiative qu'ils ont prise, c'est histoire de dire, maintenant qu'on a la possibilité, vu que les Russes se sont retirés de leur base militaire en Syrie, que les Iraniens aussi, qu'il n'y a plus de puissances étrangères qui peuvent un peu, entre guillemets, modérer les bombardements israéliens sur la Syrie, parce que pour rappel, Israël bombarde la Syrie depuis 50 ans, mais de façon ponctuelle, et non pas de façon massive comme ça a été le cas maintenant, comme ça a été le cas ces derniers jours. Maintenant qu'il n'y a plus de puissances qui peuvent un peu
modérer les ambitions israéliennes en Syrie, Israël se permet de dire on va mettre le pays à terre. On va mettre le pays à terre, ou en tout cas, on va faire en sorte que les défenses du pays soient à terre en cas de besoin. Alors justement, on va revenir en arrière, non pas au 7 octobre 2023, mais disons, je ne sais pas, au 12 septembre 2023. Il y a une chose qui s'est quand même imposée là depuis plus d'un an, c'est que les mots très durs que tu viens d'employer sur Israël, c'est-à-dire génocidaire, à l'époque, je pense qu'on est très nombreux, on n'aurait pas pensé que ça irait jusque-là et vraiment que cette dynamique d'expansion génocidaire, elle était comme ça inscrite dans l'histoire de ce régime et que ça finirait forcément comme ça. Ça fait plus d'un an qu'on en a toutes les preuves et qu'en fait ça ne finit jamais. Mais c'est une chose dont on a eu du mal à avoir conscience pour certains en Occident. Et ça a donné aussi pas mal de réactions après le 7 octobre, qui était que finalement, avant le 7 octobre, bon, ça allait tant bien que mal en Palestine. En Israël, il y avait quand même de plus en plus de clichés sur ce qu'ils appellent les Arabes israéliens, qui finalement auraient été intégrés dans la société israélienne et où tout se passait plutôt bien, avec une classe moyenne supérieure palestinienne qui était contente d'être là plutôt qu'ailleurs. Est-ce que toi, tu pourrais revenir en arrière et nous faire un peu un tableau de la situation en Palestine avant octobre 2023? Il faudra que tu me cadres sur ça, parce qu'avant le 7 octobre 2023, en tout cas, en ce qui concerne la séquence coloniale en Palestine, il y a au moins 100 ans d'histoire. Donc on va essayer de revenir immédiatement avant 7 octobre. Parlons d'un jour comme un autre en Palestine, à l'automne 2023, pour les Palestiniens, le blocus, toutes ces choses qui s'étaient un petit peu normalisées dans les consciences occidentales. Je le martèle à chaque fois, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, c'est une nouvelle étape, alors une étape majeure évidemment, pour moi, en tout cas pour nous, on considère que c'est même un changement d'époque, un changement de paradigme au niveau de la question palestinienne, mais pour toute la région et même au niveau mondial. Il y a des répercussions au 7 octobre qu'on ne mesure pas encore, et je pense qu'on aura encore pas mal de surprises. Et d'ailleurs, on peut lire les événements même en Syrie, dans le reste de la région, comme étant au moins en partie des conséquences ou des répercussions du 7 octobre 2023, des événements du 7 octobre. Mais la guerre, elle ne commence pas le 7 octobre. Il n'y a pas d'un seul coup les Palestiniens, ces barbares-là, qui se décident à attaquer ce pauvre État qui serait la seule démocratie du Moyen-Orient. Avant le 7 octobre, il y avait déjà un état de guerre. Quand je dis un état de guerre, alors là, je ne parle même pas d'un état colonial. Non, il y avait une situation de guerre avant le 7 octobre. C'est-à-dire que, depuis au moins fin 2021, la Cisjordanie était en état d'insurrection et continue à subir, d'ailleurs ça s'est même amplifié depuis le 7 octobre, et subissait quotidiennement des incursions de l'armée israélienne qui tuaient, blessaient des Palestiniens, arrêtaient des milliers de personnes, détruisaient des maisons, des commerces, détruisaient même les routes, les infrastructures des villes palestiniennes de Cisjordanie. Donc c'est ça la situation aussi avant le 7 octobre. Et ça, je ne parle même pas de la situation coloniale qui peut être plus ou moins calme ou plus ou moins violente. Non, il y avait déjà une situation de violence affichée, assumée même par l'armée israélienne et les autorités israéliennes. Je veux dire, plusieurs des déclarations qui nous servent aujourd'hui pour prouver le fait qu'il y a une intention génocidaire aujourd'hui à Gaza, plusieurs de ces déclarations-là datent d'avant le 7 octobre, et datent même de la période qui précède le 7 octobre. On a une situation où l'armée israélienne a un déploiement en Cisjordanie. On estime d'une manière générale qu'il y a à peu près 30 bataillons de l'armée israélienne en Cisjordanie. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le jargon militaire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai une petite idée. 30 bataillons, c'est à peu près 20-25 000 hommes. Pour un territoire, en gros comme, grand comme les Yvelines ou comme la Seine-et-Marne. Donc c'est un territoire minuscule, la Cisjordanie, et on a 25 000 soldats qui sont déployés en Cisjordanie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand à Paris on déploie 5 000 policiers, on en voit partout. Essayez de vous imaginer, par exemple, les gens qui habitent à Paris ou même ailleurs, mais là je parle de Paris vu qu'on est dans la région parisienne. Toi et moi on habite dans la région parisienne. Quand le gouvernement nous dit il y a 5 000 policiers qui sont déployés à Paris,
on en voit partout. Alors C'est ça, imaginez ouais. maintenant 25 000 soldats déployés dans un territoire minuscule et 4-5 fois moins peuplé que la région parisienne. C'est ça la situation avant le 7 octobre. Une situation où on avait déjà... Pardon. On avait déjà avant donc le 7 octobre, déjà dès la fin 2021, entre la fin 2021 et le 7 octobre, plusieurs centaines de Palestiniens qui avaient été tués, des milliers qui avaient été blessés, des milliers qui ont été arrêtés, torturés, et des entraves au déplacement, à la circulation, au commerce, qui étaient déjà énormes et qui se sont amplifiées depuis le 7 octobre, bien évidemment. Donc ça, c'est la situation, ne serait-ce que pour la Cisjordanie. Et je vais même revenir donc, sur les 3 ans qui précèdent, enfin les 2 ans qui précèdent le 7 octobre 2023. Autre élément très important, il y a également le fait qu'il y a eu, dans cette période-là même dont je parle, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, une accélération du processus colonial en Cisjordanie, de la destruction des maisons, de la spoliation du vol des terres aux paysans palestiniens, de la construction de colonies ou d'unités coloniales dans toute la Cisjordanie. Il faut savoir qu'entre le moment où les Palestiniens, en tout cas certaines organisations palestiniennes, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, entre le moment où, en 1993, elle fait les accords d'Oslo avec Israël, avec l'espoir, qui était, on le sait aujourd'hui, un vaste leurre, d'avoir un État palestinien sur une petite partie de la Palestine, à ce moment-là, il y avait quelque chose comme 100 ou 200 000 colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, on en est à plus de 800 000. C'est-à-dire que la Cisjordanie est en voie d'annexion de façon imminente. Et d'ailleurs, les gouvernants israéliens, notamment le ministre Smotrich, ont annoncé de façon très claire que 2025 serait l'année de l'annexion de la Cisjordanie. Et les implantations coloniales, la présence de l'armée, la ségrégation, donc l'apartheid, la ségrégation territoriale qui fait que les Palestiniens sont interdits d'un certain nombre de routes, qu'il y a le mur qui sépare les villes palestiniennes et les villages entre eux, etc. Tout ça, c'est un processus qui a pris du temps et qui vise à l'annexion de la Cisjordanie. Et l'un des principaux obstacles à cette annexion, c'est la détermination, donc la résilience et la résistance du peuple palestinien. Ça date d'avant le 7 octobre. Autre élément encore très important, il y a la question de Al-Quds, Jérusalem, et notamment la partie arabe de la ville, qui, depuis que la ville est occupée, c'est-à-dire 1967, on cherche à vider les habitants, en particulier musulmans de la ville. Donc les Arabes en Palestine, c'est principalement des musulmans, des chrétiens, et aussi d'autres communautés, mais une écrasante majorité de musulmans. Il y a une volonté de désislamiser, de désarabiser la ville d'Al-Quds pour en faire une ville entièrement judaïsée. Le terme de judaïsation, c'est pas moi qui l'utilise, c'est un projet officiel de l'État israélien depuis des décennies. Il y a un processus de judaïsation de la ville de Jérusalem, Al-Quds, de judaïsation non seulement de la démographie, mais aussi, donc en grappillant, en allant voler des maisons, détruire des maisons, en allant saisir des propriétés, etc., à des Palestiniens, en transformant donc la composition, on va dire, ethnique ou confessionnelle de certains quartiers. Et ça, c'est un processus qui s'était accéléré ces dernières années. Donc non seulement on cherche à judaïser la démographie de Al-Quds, mais en plus de ça, on cherche à judaïser les lieux saints, en priorité les lieux saints musulmans, et à leur tête la mosquée Al-Aqsa, le Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Donc la mosquée Al-Aqsa, il faut savoir que ces dernières années, elle a subi des offensives de la part des colons, de la police israélienne et même de l'armée israélienne, répétées, avec des agressions, des fidèles qui étaient blessés, sur qui on tirait dessus, des fidèles qui parfois étaient assiégés à l'intérieur de la mosquée, qui défendaient donc la possibilité de pouvoir continuer à se rendre à la mosquée Al-Aqsa, de prier dans la mosquée Al-Aqsa, etc. Ces agressions contre la mosquée Al-Aqsa se sont multipliées ces dernières années. Et d'ailleurs, l'un des derniers gros affrontements qu'il y a eu entre la résistance palestinienne et Israël, donc là on parle toujours avant le 7 octobre, c'était en 2021, vous vous rappelez, enfin tu te rappelles je pense, Oui. en mai 2021, c'est un affrontement qui a duré une dizaine de jours et où la résistance à Gaza s'était impliquée, les Palestiniens de Cisjordanie s'étaient impliqués, les Palestiniens de Jérusalem s'étaient impliqués, et même les Palestiniens que tu évoquais tout à l'heure, les Palestiniens d'Israël,
ou qu'on appelle nous les Palestiniens des territoires de 1948, même ces Palestiniens-là s'étaient soulevés contre le système colonial israélien et contre les agressions répétées contre la mosquée Al-Aqsa. Alors justement là-dessus, j'aimerais bien qu'on vienne sur ce qui n'est pas un détail pour nous, parce qu'en France, c'est nous qui sommes considérés comme des fanatiques et des conquérants religieux. J'aimerais bien qu'on vienne sur les profanations de l'esplanade des mosquées et sur l'obsession des colons de venir prier dans l'esplanade, c'est-à-dire dans les mosquées de toute façon, parce que c'est pas une esplanade comme à la Défense. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas forcément. Cette obsession-là de profaner et d'imposer leurs croyances à eux dans un lieu qui ne leur appartient pas et qui est un lieu de l'islam. Alors, il y a la croyance chez les colons israéliens que la mosquée Al-Aqsa serait l'emplacement du temple de Suleyman, alayhi salam, donc le temple de Salomon. Il y a cette croyance-là, en réalité. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails d'exégèse ou de théologie juive. En réalité, on ne sait pas où était le temple de Salomon. Il n'y a aucune, aucune information précise qui permet de dire le temple était à tel endroit, ni même que le temple était à Jérusalem. Et ça, c'est une question, franchement, qui ne m'intéresse pas beaucoup. En tout cas, eux considèrent que ce lieu, c'est l'ancien temple, que la mosquée doit être détruite et que le temple doit être construit en lieu et place de la mosquée Al-Aqsa. Alors, tu fais bien de préciser la question de l'esplanade. Esplanade des mosquées, je crois qu'il n'y a qu'en français qu'on appelle cet espace-là comme ça. En fait, la mosquée Al-Aqsa, il y a beaucoup de confusion sur cet endroit. La mosquée Al-Aqsa, c'est l'ensemble du sanctuaire dans lequel on a le dôme du rocher et on a le Masjid al-Musalla al-Qibli, donc ce qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa, donc le bâtiment au dôme au dôme argenté, en dôme en plomb, je crois, ou argenté, je sais plus. Et en fait, c'est tout cet espace-là qui est la mosquée Al-Aqsa et qui a plusieurs salles de prière. Voilà, ça c'était pour la précision concernant qu'est-ce que la mosquée Al-Aqsa, qu'est-ce que n'est pas la mosquée Al-Aqsa. Et en fait, cette volonté de prendre le contrôle de la mosquée Al-Aqsa, certains l'attribuent au fait que Israël se droitise, Israël devient de plus en plus conservatrice ou religieuse ou fanatique ou je n'en sais rien. En réalité, ce sont des ambitions qui existent depuis les débuts de la colonisation en Palestine. Déjà dans les années 20, on avait des organisations sionistes qui produisaient par exemple des cartes postales avec le drapeau qui deviendra le drapeau israélien, donc avec ce qu'on appelle donc l'étoile à 6 branches, etc., avec le drapeau israélien posé avec des montages photos, etc., posé sur la mosquée Al-Aqsa ou sur un des lieux de prière de la mosquée Al-Aqsa. Il y avait déjà, à l'époque, dans les années 20, dans les années 30, des intentions affichées et répétées de la part de colons sionistes, etc., s'étaient fait de jour pour dire on veut se rendre sur cet espace-là et le revendiquer. Donc c'est pas quelque chose de nouveau en réalité. Ce qui est plus récent, par contre, c'est la violence et la répétition des incursions dans la mosquée Al-Aqsa. Et ça, ce n'est, à mon sens, pas lié au fait que la société israélienne se droitise ou devient plus conservatrice. Ça doit probablement jouer. Mais c'est la conséquence du fait que la résistance face à Israël dans le monde musulman a énormément diminué ces dernières décennies, que ce soit au niveau des États, des organisations, dans les pays musulmans, arabes, etc. La cause palestinienne s'est retrouvée, pour plein de raisons différentes, progressivement cornérisée, et la question même des lieux saints s'est retrouvée cornérisée. Ce qui a permis à Israël d'avoir de plus en plus les mains libres pour faire ce qu'elle voulait dans la mosquée Al-Aqsa, ou en tout cas pour avancer de plus en plus dans la mosquée Al-Aqsa. Et le dernier rempart, en fait, ces dernières années, à en fait une prise de la mosquée Al-Aqsa, c'était les Palestiniens de Palestine, que ce soit au niveau populaire ou au niveau des organisations de la résistance. Et l'une des raisons même qui préside au 7 octobre, c'est non seulement de répondre aux agressions permanentes qu'il y avait contre les Palestiniens, libérer les prisonniers. Il faut savoir qu'avant le 7 octobre, il y avait au moins 6000 prisonniers dans les prisons israéliennes, et qu'on estime que depuis 1967, c'est depuis l'époque qu'on a commencé à compter le nombre de prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. En vrai, il y en a depuis avant cela. Mais depuis 1967, au moins 800 ou 900 000 Palestiniens sont passés dans les geôles israéliennes, ce qui représente une part
colossale de la population palestinienne. C'est-à-dire la prison en Palestine, c'est un truc structurel. C'est quelque chose de structurel dans la société palestinienne. Ça fait partie de la société palestinienne. La case prison, il n'y a pas une famille palestinienne qui n'a pas au moins un ou deux membres de la famille qui est en prison. Un père, une mère, un fils, une fille, une sœur, un frère, un oncle, une tante ou quelque chose comme ça. Toutes les familles palestiniennes de Palestine, en particulier de Cisjordanie, maintenant aussi de Gaza, ont des gens en prison ou ont des personnes qui ont déjà été en prison. Et également, il faut savoir juste avant le 7 octobre de 2023, il y a eu des agressions répétées contre la mosquée Al-Aqsa, mais d'une autre nature. C'est passé complètement inaperçu dans les médias, mais pendant plusieurs jours d'affilée, on a donc des colons qui ont fait des incursions dans la mosquée Al-Aqsa et qui ont commencé toute une série de rituels Voilà, ça dont qui je voulais parler. visaient. Désolé, j'ai peut-être fait une trop longue digression, Non, mais n'hésite non, pas à non. me cadrer un petit peu, hein, faut pas hésiter. Mais qui ont fait toute une série de rituels qui visaient à annoncer le fait qu'ils allaient s'emparer définitivement de la mosquée Al-Aqsa, notamment en sacrifiant des génisses rouges, donc les génisses rouges, donc des vaches rouges, qui d'ailleurs ils ont obtenu par des manipulations génétiques. Ils n'ont pas réussi à trouver naturellement ces vaches rouges. Ouais, c'est assez rare, il faut bien le dire. Voilà, Ouais. c'est assez rare. Mm. Et pour répondre à une prophétie, je ne sais plus de quel livre dans les livres, les prophètes, qui disait qu'en gros, une génisse rouge devrait être sacrifiée, ses cendres mélangées, je crois, à de l'eau, puis répandues sur l'endroit qui deviendrait le temple. Et donc, ils avaient commencé ça. Ils avaient ramené les génisses rouges et en fait, elles allaient être sacrifiées. Et la mosquée Al-Aqsa allait, en tout cas, tomber complètement sous le contrôle d'Israël et de la colonisation. Bah voilà, je crois qu'on a un bon tableau et je t'interromps pas. D'abord, parce que tu es palestinien et la deuxième raison, c'est qu'on est en France. Je crois qu'il faut rappeler quand même que tu es musulman, que tu es palestinien, donc que tu ne parles pas librement, calmement, comme peuvent le faire d'autres militants, parce que justement, depuis presque 1 an et demi, le mouvement pour les Palestiniens n'a pas le droit d'exister comme d'autres mouvements, et notamment comme le mouvement de la partie adverse, que c'est allé très très loin, et ça va toujours très très loin dans la répression, qu'on est allé jusqu'à assigner à résidence ou perquisitionner des gens en assumant le côté préventif. Il y a quand même eu cette opération qui, au départ, alors ça commence à parler un petit peu maintenant, 6 mois après de ce qui s'est passé, mais cette déclaration de Gérald Darmanin qui dit un jour au mois de mai, voilà, nous, on a identifié des profils islamistes qui sont dérangeants pour les Jeux Olympiques. Ils ne parlent même pas que d'éventuelles attaques violentes. Ils parlent de gens qui sont dérangeants pour que les JO de la honte se tiennent bien. À partir de là, donc, il va y avoir une série de perquisitions absolument hallucinantes qui vont traumatiser durablement l'ensemble de la communauté, puisque tout le monde attend ça et personne ne sait sur qui ça va tomber. Ça a été une des apogées, je dirais, de ce qui se passe depuis plus d'1 an. Est-ce qu'on peut revenir au début, donc non pas au 7 octobre, mais au déclenchement immédiat du génocide, je ne sais pas, le 7 au soir ou le 8 au matin, qui va déclencher beaucoup moins, disons, d'indignation que ce qui s'est passé la veille, même si le nombre de victimes va très vite exploser tous les scores. Est-ce qu'on peut revenir sur le mouvement qui va se développer quand même en France, et d'abord sur son début, qui paraît maintenant très ordinaire à tout le monde, mais les musulmans, je dis bien les musulmans parce que ça a été la principale force mobilisée au départ. Est-ce que tu peux revenir sur la réussite qui a été réussir à défiler alors qu'on a un ministre de l'Intérieur qui n'interdit pas, comme il le fait actuellement, manif par manif, mais qui dit, bah voilà, en fait, pour la Palestine contre le génocide, il n'y aura pas de manifestation. Tu as évoqué plusieurs sujets, notamment la question des perquisitions et des assignations à résidence pendant les JO, la répression plus largement du mouvement pour la Palestine, la dimension aussi islamophobe de la répression contre le mouvement pour la Palestine. Déjà, pour commencer par la fin, la mobilisation en soi
dans le contexte de répression qu'on vit en France depuis plusieurs années, d'augmentation de la répression, de l'islamophobie, du racisme, etc., de la casse sociale, de tous ces éléments, la mobilisation en soi, le fait qu'elle existe et qu'elle ait pu tenir dans le temps, c'est en soi une victoire. Ça, c'est déjà une première chose. Tu te rappelles comme moi, les premières manifestations, comme tu l'as dit, interdites systématiquement, avec des amendes distribuées de façon systématique, des violences de la part de la police de façon systématique, un muselage de la parole pro-palestinienne systématique également, et même un moment de sidération dans le champ politique français. Je parle du champ politique institutionnel, genre au Parlement, etc. Au début, il y avait très très peu de députés qui, par exemple, osaient aller contre le narratif qui était en train d'être mis en place et qui osaient dénoncer ce qu'on appelait déjà un génocide à ce moment-là. On reviendra peut-être sur le fait que comment on a tous senti que ce qui se passait à Gaza, très vite, c'était autre chose, que c'était beaucoup plus gros que ce qui pouvait se passer avant. Et tout à l'heure, tu avais évoqué le fait qu'Israël... Enfin, on avait évoqué le fait qu'Israël était un État génocidaire, etc. En réalité, il y a eu des précédents à cette situation qu'on connaît à Gaza. Il y avait eu beaucoup de signes annonciateurs. Ce n'était pas juste des déclarations, quelques massacres par-ci par-là. Il y a eu des signes annonciateurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais je reviens à la mobilisation. Le fait même qu'on ait pu tenir bon, c'est ça même aussi qui a permis non seulement d'avoir une mobilisation qui peut, à minima, s'exprimer avec une répression qui continue. Il faut savoir que la répression, elle ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, on continue à avoir des gens qui sont des militants et des militantes qui sont perquisitionnés, qui sont arrêtés, qui subissent des procès. Je pense notamment, par exemple, à l'infirmière Amira Zaïtar à Nice, qui, elle, carrément a fait de la prison, une mère de famille. Sa fille n'a pas pu la voir pendant plus d'1 mois et demi. Et qui, pour son indignation en faveur du peuple palestinien et contre ce qui se passe, a subi quand même plus d'1 mois et demi de prison. Je pense également à Elias Dimzalen, donc d'Urgence Palestine, à qui on a voulu coller des accusations du type porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, pour un discours où le frère ne faisait que défendre les droits des Palestiniens, il n'y avait aucun appel à la violence ni quoi que ce soit. On est quand même passé dans un espèce de délire et de chasse aux sorcières, mais qui est complètement délirant. Et on se rend compte que même dans la répression, alors bien sûr tout le mouvement pour la Palestine subit la répression, mais qu'il y a une focale sur les éléments musulmans de la mobilisation, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une islamophobie d'atmosphère en France qui ne fait que se renforcer ces dernières années. On ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé avant, la loi séparatisme, la loi sur le voile en 2004, etc. Bon, il y a tout un passif qui fait qu'on a un renforcement de l'islamophobie dans la société française, pas juste au niveau des autorités, mais dans la société dans son ensemble en France. Ça, c'est donc c'est du fait de l'islamophobie, mais aussi parce que, étant donné qu'il y a une islamophobie d'atmosphère, que les musulmans, on a pendant des années brisé on a brisé nos capacités à nous organiser, à porter notre voix sur la scène publique, à être des acteurs actifs dans la société dans laquelle on vit. C'est notamment un des objectifs de Perspective musulmane. En fait, c'est non seulement de défendre les musulmans face à l'effondrement du tissu associatif musulman en France, mais aussi de mener la lutte sur la base aussi de nos principes. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Étant donné que les musulmans sont dans cette situation-là, c'est aussi une porte d'entrée qui permet de taper plus facilement sur le mouvement pour la Palestine en France, sur le mouvement de solidarité. Il est plus facile de taper sur Elias Dimzalen, sur des musulmans qui se mobilisent pour la Palestine, et de faire une injonction au fait de se positionner vis-à-vis d'eux, que de taper sur d'autres éléments qui pourraient être plus consensuels, ou qui apparaîtraient plus consensuels dans la société. On a créé une situation de ségrégation et d'état d'exception dans la société française pour les musulmans, qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement pour la Palestine en fait les frais. Et il en fait les frais aussi parce que l'islamophobie contre la communauté musulmane et l'islamophobie plus générale qui essaie de nous plonger dans une guerre de civilisation, en fait, sont le racisme et l'islamophobie israélienne et le racisme et l'islamophobie française font une rencontre qui est un des meilleurs mariages de l'Occident en ce moment. Je pense qu'on n'a pas un pays
plus impliqués, en tout cas dans ces médias, ces institutions, dans la défense, au moins dans le narratif, hein, dans la défense d'Israël que la France. C'est-à-dire que ce soit en Angleterre, ou il y a l'Allemagne, mais c'est un cas particulier, que ce soit l'Angleterre ou même les États-Unis, qui est le premier bailleur de fonds d'Israël, qui fournit toutes les armes, etc., on n'a pas la même chape de plomb qu'on a en France. Bien sûr, mais ça, je crois que la plupart des gens ont du mal à s'en rendre compte de la petite bulle absolument atroce dans laquelle ils vivent. Et en même temps, moi, ça fait quelques années maintenant que je suis un petit peu la répression islamophobe, les dissolutions et tout ça. En même temps, ce mouvement a fait sauter tout ça parce qu'il y a une jeunesse qui s'est levée. Moi, j'ai beaucoup ri, paradoxalement, aux premières manifs interdites. D'une part, parce que malheureusement, l'islamophobie qui s'est développée à partir de 2015 a déjà rattrapé l'ensemble du mouvement social. Les pratiques ont été étendues parce que c'est le cœur du régime. Donc, des manifs interdites, on en avait fait d'autres. Mais tout en ayant très peur, dans ces premières manifestations pour la Palestine, j'ai beaucoup ri parce que j'étais très vieille comparée à tous les gens qui étaient autour de moi. La moyenne d'âge, je ne sais pas, ça devait être 22 ans. Il y avait même des gamins de 15 ans. Très vite, dès qu'il y a eu une ou deux manifestations autorisées, les familles musulmanes sont venues, et de très loin, parce qu'on va aussi préciser ça quand même. C'est pas facile depuis plus d'un an maintenant pour des familles qui habitent partout en banlieue. Et on connaît justement la ségrégation qu'il peut y avoir au niveau des transports, la difficulté d'organiser sa vie quotidienne quand tu as des gosses, que tu as bossé toute la semaine, et de venir de très loin pour venir à ces manifs. Mais très vite, quand même, l'État s'est retrouvé face à ce truc qui a dû lui sembler assez incroyable. C'est que toute la répression qu'il avait déployée les années d'avant n'a pas empêché l'émergence d'une colère de masse et d'une solidarité de masse qui a ensuite contaminé la jeunesse de gauche. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé et qui est assez incroyable si on compare, je ne sais pas, 10 ans en arrière, parce qu'on dit la répression contre Elias Dimzalen. Mais aujourd'hui, même Éric Coquerel, maintenant, il trouve que Elias Dimzalen est plutôt quelqu'un, finalement, d'assez sympa. Il n'ira pas en boîte de nuit avec. Néanmoins, il ne recule plus pour dire qu'il a tout à fait, évidemment, sa place dans une mobilisation à côté de lui. Donc, est-ce que toi, tu peux nous parler de comment le mouvement a pris, comment il s'est étendu à la jeunesse étudiante, et comment finalement l'État islamophobe s'est retrouvé face à un front commun à la base? Je n'aurai pas la prétention d'être capable de répondre à la question de façon exhaustive. De toute façon, mais ce que je peux dire, déjà, je voudrais revenir sur un élément, mais qui est lié à ça, c'est qu'en fait, c'est notre mobilisation qui a aussi permis d'avoir un espace où même des partis de la gauche institutionnelle ont commencé à s'exprimer de façon beaucoup plus importante sur la Palestine. Et ça, c'est grâce à notre mobilisation. C'est grâce au fait qu'on a tenu bon dans la rue et qu'on n'a pas lâché, le morceau, et qu'on a réussi à obtenir le fait de pouvoir manifester, et donc de permettre à un espace d'expression, même si ce n'est pas le même que le nôtre, de permettre à un espace d'expression de se faire dans la société dans laquelle on est. Et ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'avait pas au lendemain du début du génocide. Maintenant, concernant la mobilisation, je répondrai peut-être un peu à côté. Je dirais que, pour moi, ils ont déjà perdu. L'État, alors Israël, pour moi, a perdu. Un projet colonial de ce type-là, il est voué aux poubelles de l'histoire. Il est voué à disparaître. Parce qu'on ne peut pas maintenir une situation coloniale, suprémaciste, de ségrégation permanente, sans qu'il y ait réaction. C'est impossible. C'est impossible. C'est soit ils nous exterminent tous, soit en fait le projet colonial tombe. Et quand je dis le projet colonial tombe, je parle du fait de faire revenir la Palestine à ce qu'elle a été, c'est-à-dire une terre ouverte sur le monde, sans les murs, sans les frontières, sans les barbelés. Mais je m'éloigne un peu de la question. Pour revenir à ce que tu dis, pour moi, Israël a déjà perdu, l'État français a déjà perdu, et en fait, plus largement, l'Occident impérialiste a déjà perdu, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans la rue ? Tu as évoqué la communauté musulmane, qui, malgré des années de répression, constitue le fer de lance de la mobilisation. Tu as cité le fait aussi une jeunesse de gauche, et c'est vrai, une jeunesse de gauche, une jeunesse écologiste, qui a une volonté aussi d'en découdre avec un régime qui se coupe de la population, qui est devenu complètement moribond.
Et en fait, quand tu regardes dans les mobilisations, où que ce soit, dans les pays européens et aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a? Comme on a dit, la jeunesse musulmane, mais aussi cette jeunesse qui est à gauche, qui est en tout cas, qui a grandi pour beaucoup avec les musulmans, avec d'autres communautés, euh, et qui sera. Et pourquoi je dis qu'ils ont perdu? Parce que même si, par exemple, en France, on va pas se mentir, l'opposition au régime en France, le mouvement de soutien à la Palestine, il est minoritaire. On va pas se mentir. Mais en quoi est-ce qu'ils ont perdu? C'est que cette jeunesse-là, massivement, elle les désavoue. Et c'est cette jeunesse-là qui, demain, sera aux affaires, sera dans les entreprises, sera dans les institutions, quelles qu'elles soient, quelle que soit la manière dont elles auront évolué. C'est cette jeunesse-là qui sera, demain, en fait, aux affaires et au pouvoir dans le pays. Que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, en fait, la bataille culturelle, la bataille de l'avenir, ils l'ont perdue. Ils l'ont perdue, ça prendra du temps. Je sais pas, enfin après, il peut y avoir tout un tas d'événements qui peuvent se passer. Ouais, ça peut prendre un mois ou Ça 10 peut- jours dans voilà. la période actuelle. Mais en tout cas, la dynamique générale du désaveu de la base de la société, de la jeunesse de ces sociétés, en fait, on l'a gagné. Aujourd'hui, il y a il y a pas une unanimité de la jeunesse, mais il y a un mouvement massif de la jeunesse du monde occidental pour la Palestine. Et même quand on regarde, par exemple, quand la guerre, quand le génocide a commencé, on a vu qu'il y a eu une manifestation des soutiens à Israël, peut-être quoi, une ou deux, qui a été importante. Je crois qu'il y a eu 80 000 ou 100 000 personnes. Il fallait regarder la moyenne d'âge. Là, tu parlais de moyenne d'âge tout à l'heure. Tu disais, ouais, bon, Oui. toi, tu te veillais un peu. Faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai que la moyenne d'âge dans les manifestations pour la Palestine, elle est très jeune. Mais la moyenne d'âge dans cette manifestation-là, en soutien à Israël, en soutien à des génocidaires, c'est ça qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'il y a un génocide qui se déroule sous nos yeux et on a des gens qui viennent fêter ce génocide. Cette manifestation-là, la moyenne d'âge, c'était quoi? 40 ans? 45 ans? Ouais, J'ai pas de peut-être problème même, avec ouais. j'ai pas de problème avec les gens qui ont 40 ou 45 ans, mais si on se tourne vers l'avenir d'un pays, en général, on va parler des gens qui ont entre 15 et 25 ans, qui se forment politiquement à ce moment-là, qui se forment intellectuellement, culturellement, etc. Ces gens-là, même si demain ils changeront politiquement, ils resteront pas forcément dans leur engagement révolutionnaire ou actif pour la Palestine, etc. De cette manière-là, en tout cas. Mais cette jeunesse-là, elle aura été éduquée, elle aura grandi dans cette lutte-là. Ça ne laissera pas, et ça va laisser, je l'espère, Inch'Allah, des marques indélébiles dans les sociétés occidentales, et notamment dans la société française. Ils ont perdu la jeunesse. Quand tu perds la jeunesse d'un pays, tu as perdu l'avenir du pays. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, mais tu as perdu la bataille de l'avenir. Donc, comment ça s'est fait? Je pourrais pas. Enfin, il faudrait revenir sur des processus peut-être plus longs, Mais plus donne-nous importants, des bons etc. moments, parce qu'on aborde quand même des sujets qui sont durs, qui sont tristes, et un génocide, c'est la pire chose dont on puisse avoir à discuter. On va devoir revenir après sur cet aspect-là. Pourquoi c'est bien un génocide et pas des massacres et pas tout ça? Mais avant, est-ce que tu peux nous dire, toi, quels ont été tes 3 bons moments, tes 3 plus beaux moments dans cette mobilisation en France? Ou 4, si tu préfères. Ça, c'est le truc, c'est le genre de question, j'ai toujours du mal à y répondre. Fallait me dire avant qu'on allait avoir ce genre de dit questions. avant, il y a la preuve écrite. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai peut-être mal lu. Franchement, je pense que... Je vais pas les dire dans l'ordre, mais je pense que la première manifestation autorisée où les gens se sont sentis suffisamment en sécurité pour sortir, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le nombre de personnes qu'on a eu aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays. Mais vu notre contexte, on était un des seuls pays au monde qui avait cette situation-là. Je veux dire, même en Israël, ils manifestent, quoi. Ils manifestent massivement. Oui. Je veux dire, c'est une folie, quoi. On est plus, l'État français est plus royaliste que, que le roi. Bon, même si en Israël, ils n'ont pas manifesté pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on a vu, je crois que c'était République-Nation, Ouais, on a c'était vu celle-là, ouais. des dizaines de milliers de personnes, et la deuxième, c'était pareil, il y avait encore plus de monde. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. C'était un moment où je me suis dit... C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se construire un peu cette réflexion-là. Mais en fait, quand on observait les gens qui étaient avec nous, parce que moi, bon, j'ai le privilège d'être sur le camion assez souvent, donc je vois un peu les gens qui viennent. En tout cas, j'ai un regard plus long plus étendu sur la manifestation. Et souvent, je me balade beaucoup dans tous les cortèges. Voir autant
de personnes jeunes, de personnes en fait qui même n'étaient pas politisées initialement. C'est ça d'ailleurs, la Palestine d'une manière générale, c'est pas un truc propre à ce moment-là, à ce génocide. C'est que la Palestine en général, c'est un facteur d'implication, de mobilisation et de politisation massive qui impacte des générations. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis fait cette réflexion, qu'on a commencé en tout cas à avoir ces réflexions-là, euh, que la jeunesse, en fait, ça y est, elle était acquise à la question de la Palestine, à la lutte contre l'islamophobie, à la lutte contre le racisme, etc., contre le libéralisme et tous ces éléments. Donc ça fait partie je pense, des moments forts pour moi de la mobilisation. Un autre moment fort de la mobilisation, ça a été aussi quand il y a eu la manifestation contre l'extrême droite, et donc au moment des élections législatives anticipées, on a eu une très grosse manifestation. Non seulement la Palestine était hyper présente dans cette mobilisation-là, mais nous, là je vais revenir sur une focale musulmane. Les musulmans, on était présents non seulement en très grand nombre, on avait un des plus gros cortèges, et ça a été un moment aussi d'expression politique majeure. On s'en rend pas compte encore, on n'a pas eu le temps encore d'écrire le récit de tout ça. Non, mais je repense à la soirée du deuxième tour où vous étiez place de la République. Ah oui, en plus on avait les banderoles qui apparaissent à je repensais à ce soir-là. Oui. Malheureusement, j'ai pas pu être présent. Mais en tout cas, la grosse manifestation qu'il y a eu, c'était encore à la République-Nation, on a eu une présence massive et on a pu s'exprimer non seulement pour la Palestine, mais aussi en tant que musulmans, exprimer nos aspirations, nos discours avec toute la diversité qu'ils peuvent avoir. Et ça a été un moment extrêmement fort, à mon sens, de la mobilisation. Est-ce que je vais en trouver un troisième ? Si, je pense qu'il y a un troisième moment fort aussi pour moi de la mobilisation, c'est que dans la même période, on a fait une assemblée de lutte, donc à l'initiative de Perspectives musulmanes, aussi il y avait le Parti des indigènes de la République et d'autres organisations. On a fait, je pense que tu t'en rappelles, on avait fait une assemblée de lutte bref. On me souviens. On a fait une assemblée de lutte où il y avait eu un très grand nombre de personnes, la salle était comble, où on avait aussi pu poser notre regard sur la question des élections et de dire que pour nous, quoi qu'il se passe avec ces élections-là, la lutte ne s'arrêtait pas. Qu'on n'allait pas se reposer sur une quelconque majorité, qu'on n'allait pas se reposer sur des lauriers, et que même si cette élection-là devait amener au pouvoir un mouvement d'extrême droite, alors c'est pas pour dire que le reste du champ politique n'a pas été contre nous, mais on sait que l'extrême droite, eux, feront ce que le reste du champ politique a fait, mais en accéléré, que dans tous les cas, on ne se laisserait pas faire, et qu'on resterait dans une mobilisation permanente. C'était pour aussi réaffirmer ce truc-là. Pour moi, ça a été un moment très fort de la mobilisation. Et évidemment, la Palestine, elle était au cœur de cette question-là. Parce que d'une manière générale, nous, on a un slogan qui, pour moi, n'est pas un slogan. C'est même quelque chose dont on parle depuis un moment. On dit « la Palestine nous libère ». C'est pas nous qui sommes solidaires de la Palestine. C'est la Palestine qui nous montre la voie de la libération. Dire par leur endurance dans la résistance, leur résilience, leur force, leur foi, la foi qu'ils ont dans le Créateur, la foi qu'ils ont même quand ils perdent leurs enfants, quand ils perdent tout ce qu'ils ont dans leur vie, et tout un tas d'autres éléments sont autant d'éléments qui pour nous en fait non seulement forcent le respect, mais nous disent en fait la lutte, c'est eux qui nous montrent l'état d'esprit qu'on doit avoir dans la lutte. Et c'est pas nous avec nos. En réalité, les gens libres, c'est eux, et nous sommes les prisonniers, et c'est eux qui nous ont donné la force de nous mobiliser. Alors, je sais pas si tu te rappelles, avant la mobilisation pour la Palestine, on était dans une période de démobilisation extrêmement forte. Oui. Mais avec même une période de peur, entre autres dans la communauté musulmane, de démobilisation, de peur, etc. La Palestine, ça nous a donné un coup de boost. Il y a ce génocide-là qui est horrible, etc. Mais les Palestiniens ont contribué à nous donner de la force dans notre mobilisation ici. Et dans notre propre processus de libération, où qu'on soit dans le monde. Et
en particulier en France. Mais je crois que c'est aussi dû justement, malheureusement, à la situation de génocide et au négationnisme qui s'est développé autour de ce génocide, parce que en tant que musulman et même au-delà, quand tu entends des dirigeants ici en train de nier l'évidence, une partie des forces politiques l'a nié aussi, comme a pu le faire même François Ruffin en s'excusant 3 jours après. Mais enfin, on ne peut pas, à propos d'un génocide, dire quelque chose et son contraire le lendemain parce qu'on a trop bu à la fête de l'UMA. Mais je crois que c'est aussi ça qui a déclenché la mobilisation, effectivement la résistance des Palestiniens, mais à quelque chose qui n'était plus de l'ordre. Alors ça ne veut pas dire que les massacres, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que les bombardements, ça n'est pas grave. Mais il y a quand même, depuis maintenant presque un siècle, une définition de ce qu'est un génocide et qui passe par quelque chose qui a été très clair. Et c'est pour ça que moi, je pense que on ne peut pas être de bonne foi et ne pas avoir dit dès le 10 octobre qu'il s'agissait d'un génocide, parce que les critères sont clairs et que généralement, le plus dur à prouver, c'est l'intention génocidaire. C'est-à-dire qu'on a sur cette planète, au fil de l'histoire, des gens, des massacreurs et des génocidaires qui, pour X ou X raisons, n'ont pas dit « bon, voilà, maintenant, on va éradiquer tout le monde ». Le gouvernement israélien, dès début octobre, il parle d'éradiquer la cité du mal. Tu as un certain nombre de ministres, de militaires qui disent très clairement, maintenant, on est là pour tuer tout le monde sans distinction. Et donc, il n'y avait pas de possibilité, je parle même au niveau légal, je ne parle même pas des grandes controverses, mais même au niveau de ce qui définit un génocide, tous les critères étaient remplis dès que les premiers bombardements ont commencé, puisqu'ils ont immédiatement touché exprès des infrastructures civiles. Donc j'aimerais bien que tu reviennes non pas sur cette évidence, parce qu'au bout d'un moment, ça va bien, on ne va pas le prouver 50 000 fois, mais juste sur comment cette intention génocidaire, finalement, elle était forcément présente avant, de la même manière que en Allemagne ou au Rwanda, c'est pas du jour au lendemain des gens qui décident d'exterminer les autres. Il y a les prémices et parfois dans la nature même du régime. J'aimerais bien que tu reviennes un petit peu là-dessus, sur quand tu parlais tout à l'heure des prémices par rapport au génocide, comment ça a commencé. Alors, comme tu l'as dit, le génocide, ça vient pas du jour au lendemain. C'est pas à un moment donné, les Israéliens se réveillent et puis ils deviennent tout d'un coup, un État génocidaire après avoir été la seule démocratie du Moyen-Orient. Il y a tout un processus qui s'est fait pendant un siècle avant octobre 2023, que nous on appelle le processus de Nakba. Donc Nakba en arabe qui veut dire la catastrophe. Il y a un événement qu'on appelle la Nakba, donc qui est 1948, la guerre qui mène à la création de l'État d'Israël, et le moment où cet État d'Israël se crée avec le soutien à peu près du monde entier, même de la gauche européenne, etc. Enfin, il y a une unanimité, une quasi-unanimité occidentale, et même dans d'autres endroits du monde, sur la question de la création de l'État d'Israël, et qui se fait sur la négation des droits du peuple palestinien en tant que peuple et à exister sur sa propre terre et à vivre sur sa propre terre. Et qui vient rompre des liens ancestraux qui existent dans la région, parce que la Palestine, concrètement, c'est une terre entre l'Égypte et la Syrie actuelle, entre l'Asie et l'Afrique, avec une porte d'entrée aussi sur la Méditerranée, qui a, en tout cas avant la colonisation, qui était ouverte. Voilà, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de ségrégation territoriale ou raciale ou ce genre de choses. Ce processus de Nakba, c'est quoi ? C'est d'abord un processus de négation des droits de l'existence du peuple palestinien, un processus d'élimination du peuple palestinien de sa terre. Et quand je disais tout à l'heure qu'en fait, il y avait des précédents au génocide actuel, c'est que concrètement, la guerre de la Nakba, on estime, alors à l'époque, il y avait à peu près 1 200 000, 1 300 000 Palestiniens sur l'ensemble de la Palestine et à peu près 600 000 Juifs. D'accord ? À peu près au moment où la guerre éclate et au moment en fait où les Anglais qui occupaient la Palestine commencent à se retirer.
après avoir désarmé les Palestiniens, après les avoir réprimés pendant des années, etc. Et avoir encouragé la colonisation. Il y a 500 villages, hameaux palestiniens qui sont détruits, des centaines de massacres de masse, avec un soutien des... Alors à l'époque, même pas des États-Unis, c'était de l'URSS. C'est l'URSS qui fournit en armes, donc l'Union soviétique, qui fournit en armes massivement les milices sionistes qui deviennent ensuite l'armée israélienne, et qui vont, dès que c'est possible, massacrer un maximum de Palestiniens pour les faire fuir et les faire sortir de leurs terres. On a des massacres qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont pas connus. Le plus connu, c'est celui de Der Yassin, où il y a 200 Palestiniens environ qui ont été massacrés, hommes, femmes, enfants, pour terroriser toute la région et pousser les gens du secteur à s'en aller, à fuir et à être déportés ailleurs. Mais il y a tout un tas d'autres massacres, dont d'autres beaucoup plus importants qui ne sont pas du tout connus, comme le massacre d'El Lid, donc là où il y a l'actuel aéroport Ben Gourion, où on a des centaines, peut-être des milliers de Palestiniens qui ont été massacrés, notamment dans une des mosquées de la ville, qui a été incendiée, avec les gens à l'intérieur qui étaient vivants, etc. Donc les gens étaient brûlés vifs, c'est des choses qui sont documentées. On a par exemple le massacre de Tantoura, qui était complètement oublié, en fait, parce que tout le monde avait été soit massacré, soit avait été tellement éparpillé que le souvenir même du massacre avait été oublié de la conscience collective palestinienne. Ce qui arrive souvent dans un génocide. Oui. C'est ça. Ouais. Et qu'on a pu redécouvrir à travers les archives israéliennes. Massacre où il y a eu des centaines de morts, etc. Bon, on va pas faire la liste de tous les massacres de l'époque, mais ce qui fait qu'à l'époque, il n'y a pas eu un génocide au sens d'extermination de la population, même partielle. On a quand même... aujourd'hui, on n'a pas de décompte précis, mais j'ai pu constater qu'avec le temps, pas mal d'historiens ont revu à la hausse le nombre de victimes, notamment en redécouvrant un certain nombre de massacres, etc. Comme je l'ai dit, il y avait à peu près 1 300 000 Palestiniens à l'époque, 800 000 ou 900 000 qui ont dû quitter leur terre, soit à l'extérieur de la Palestine même, ou à l'intérieur de la Palestine. Donc une déportation de masse. Il me semble, corrige-moi, mais que la question de la déportation fait partie aussi de choses qui caractérisent un génocide. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. On sait qu'il y a eu au moins 15 000 morts. À l'époque, on disait 10 000, 12 000, etc. Mais j'ai vu des sources plus récentes qui parlent de 14 000, 15 000 morts, plus ou moins confirmés, dans une guerre qui s'est déroulée sur quelques mois. Donc c'est beaucoup. Et sachant qu'à l'époque, l'armée israélienne n'avait pas les moyens qu'elle avait aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient eu les moyens qu'ils avaient actuellement ? Qu'est-ce que ça aurait été en termes de destruction du tissu social palestinien, de la démographie palestinienne. C'est ça qui est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent, ça a été un des arguments qui a été opposé au début du génocide, maintenant beaucoup moins vu le nombre de morts, mais c'est qu'un génocide se définit par le nombre de personnes que tu vas tuer dans un moment donné. En réalité, non. Il se définit par l'intention de tuer et par ce que tu viens de dire, c'est-à-dire pas seulement tuer, mais tout détruire, la culture, les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, la mémoire, et tu viens de le montrer, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi toujours très important pour les génocidaires de faire en sorte que les traces même du génocide disparaissent. Donc qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on tue tout le monde dans un endroit donné. Ça faisait partie des consignes données par ce qu'on a appelé les Einsatzgruppen pendant la Shoah par balle. Il devait rester personne. C'est-à-dire que quand ils arrivaient sur une localité, même très petite, toute la population juive jusqu'au dernier devait mourir parce que personne ne devait pouvoir raconter. Et il y a, j'ai travaillé là-dessus justement pour voir si les comparaisons étaient possibles. Ça l'est sur ces groupes-là précisément. Et donc, il faut vraiment que les gens comprennent qu'un génocide, ça ne dépend pas du nombre de gens que les bourreaux ont réussi à exterminer. Parce que sinon, malheureusement... Voilà, mais vraiment de cette caractéristique culturelle-là, la destruction de tout ce qui fait l'être humain, parce que l'être humain, c'est pas juste le fait qu'il soit vivant qu'il constitue, c'est pas une amibe. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur ce côté-là, le côté systématique de vouloir tout détruire de ce de ce que sont les identités palestiniennes. C'est ce qui s'est passé en 1948, de façon intense.
et dans d'autres guerres, mais ce qui se passe de façon permanente avec une intensité moins importante. C'est ce processus de Nakba qui maintenant est vraiment devenu un génocide, vu que ça y est, il y a une volonté d'en finir une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est-à-dire que Mm. l'intention génocidaire, elle existe depuis les débuts de la colonisation. On a des déclarations de tout un tas de dirigeants sionistes puis israéliens qui ont fait montre de cette volonté de ségréguer, de détruire, de tuer les Palestiniens, etc., au plus haut niveau de la société israélienne comme dans les autres niveaux de la société coloniale israélienne. Donc ça, c'est un truc qui n'est même pas approuvé, quoi, ce truc-là. Euh, et ce que tu décris, c'est-à-dire de détruire tout ce qui fait société, c'est quelque chose de systématique dans la politique coloniale israélienne. En 1948, ils n'ont pas juste détruit les villages, ils les ont détruits. Ils ont parfois détruit aussi les ruines, ils ont détruit les mosquées, ils ont détruit parfois même des églises, ils ont détruit les écoles, ils ont cherché à effacer tout ce qui pouvait être la trace de la présence palestinienne, et en particulier de la présence musulmane, dans le secteur. Les seules villes en fait, qui ont été un peu préservées, c'est les villes qui étaient soit déjà un petit peu peuplées de juifs, soit qui étaient d'une importance sacrée pour les juifs, comme je pense à la ville de Safad, qui est ma ville d'origine, qui elle a été plus ou moins préservée, même s'il y a eu un massacre aussi là-bas. Mais dans l'ensemble, la ville a été préservée parce que d'après ce que j'ai compris, hein, c'est une ville sainte dans le judaïsme. Donc on va pas, selon toute logique, on va éviter de détruire une ville qu'on considère comme une ville sainte pour soi. Et ce processus-là, où on cherche à détruire tout ce qui fait société, c'est un processus qui s'est répété plusieurs fois, et notamment en 1982 au Liban, où on a eu en fait une guerre génocidaire, mais qui n'a jamais dit son nom. En 82, l'armée israélienne, elle envahit le Liban en juin. L'invasion, elle prend fin en 2000, puisque Israël en fait, se retire progressivement du Liban pour finir par sortir complètement du Liban en 2000 sous les coups de la résistance libanaise et du peuple libanais. Mais le gros de la guerre, c'est 1982, 3 mois. L'été 1982, environ 40 000, 50 000 personnes qui sont massacrées. Le Liban, à l'époque, c'est 2,5 millions, 3 millions d'habitants, je crois. Ça donne une idée de l'ampleur de la guerre à l'époque. Les fameux massacres de Sabra ou Shatila, où les camps de réfugiés palestiniens qui étaient déjà désarmés sont encerclés par l'armée israélienne et leurs alliés. La population y est massacrée, déportée. On déporte des gens qui ont disparu, qui vont dans des centres de torture, etc. Et à chaque fois, que ce soit en Palestine ou au Liban, après au Liban, l'armée israélienne a eu moins la main, puisque très vite, il y a eu une résistance qui s'est organisée à sa présence. Mais à chaque fois, on a cherché à détruire tout ce qui pouvait faire la société palestinienne ou arabe ou musulmane. Et en fait, plus largement, le système colonial israélien va chercher à détruire 5 piliers fondamentaux de ce qui fait une société. Alors dans chaque société, ces piliers fondamentaux vont être vécus, définis de manière différente, mais on peut dire qu'il y a au moins 5 éléments qui sont fondamentaux et qui permettent de faire société. Un, c'est, je ne les dis pas dans l'ordre, hein, c'est la question de la sacralité de la vie. La vie, c'est sacré. Et chaque société va définir d'une manière ou d'une autre la manière dont on peut porter atteinte à la vie, la légitime défense, ce genre de choses, ou la peine de mort, ou que sais-je encore. Mais la vie, d'une manière générale, on considère que c'est sacré. Et on le voit bien, Israël n'a aucun respect en ce qui concerne la vie des Palestiniens. Et plus largement, on le constate dans le traitement médiatique qu'on a en France et ailleurs quand on traite du conflit, on constate que la vie des Palestiniens, et en particulier des musulmans palestiniens, n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Il pourrait y avoir, pour émouvoir par exemple la société française face à ce que subissent les Palestiniens, il faut 1000, 2000, 3000 morts pour qu'on commence à s'émouvoir. Ce qui signifie que c'est ancré dans la psyché occidentale, évidemment israélienne, que la vie du Palestinien, la vie de l'Arabe, la vie du musulman n'a aucune valeur. Donc on a déjà ce premier pilier qui permet en fait de tuer un maximum de personnes quand c'est possible. Deuxièmement, il y a la question de la sacralité des liens de famille. Le fait que les sociétés humaines en général s'organisent en famille, voire en tribus, ou en clans, ou en famille élargie, ou rétrécie. Et on le voit par exemple à Gaza aujourd'hui. Et même à l'époque de 1948, il y a des centaines, des milliers de familles palestiniennes qui se sont retrouvées séparées et qui n'ont jamais pu se retrouver.
Il y a une volonté en fait de briser les arbres généalogiques, les liens de famille, les liens de tribus, les liens de clans entre les Palestiniens, et donc de contribuer à détruire un pilier de la société qui est en fait le tissu familial, clanique et tribal. Et on le voit à Gaza également. Quand la guerre, je l'espère, là on parle d'un potentiel cessez-le-feu qui devra prendre place dans les jours qui viennent, on va se retrouver avec une armée d'orphelins qui ne savent plus qui ils sont, qui sont trop jeunes pour être capables de dire mon père c'est un tel, ou en tout cas mon grand-père c'est un tel, mon oncle c'est un tel, et qui seront complètement abandonnés. Alors évidemment, nous, en tout cas moi en tant que Palestinien, je connais un peu ma société. Je sais que le peuple palestinien, comme d'autres peuples, c'est pas spécifique au peuple palestinien, mais fait preuve d'une solidarité presque sans faille avec lui-même, avec son propre peuple. Mais n'empêche que même tu pourras faire preuve d'autant de solidarité que tu veux avec une armée d'orphelins, une armée, pas que d'orphelins, même quelqu'un qui a perdu toute sa famille, se retrouve coupé d'une très grande partie de ce qui faisait son monde. C'est ça aussi dans quoi nous plonge Israël. C'est nous couper de notre histoire, nous couper de nos familles, nous couper de nos généalogies, nous couper de tous les liens qui faisaient le pilier de la vie palestinienne. Troisièmement, évidemment, il y a la question du respect, de la sacralité, de ce qui appartient à autrui. Je ne parle pas du droit de propriété, c'est encore autre chose ça. Mais le fait que, par exemple, je ne sais pas si je porte cette écharpe, si tu viens me la prendre, bah, tu m'auras porté atteinte. Et Israël, et le système colonial d'une manière générale, c'est pas propre à Israël ça, est bâti, un de ses piliers, c'est la négation du droit d'autrui, de l'autre, de celui qui est considéré comme un inférieur, de son droit à jouir et à disposer de sa terre. Et de son espace tout court, et même de son air. C'est-à-dire, les bombardements à Gaza sont tels que l'air est pollué et que les gens meurent de maladies respiratoires, en masse. Et ça, le système colonial, ça c'est un de ses piliers fondamentaux. C'est un de ses piliers fondamentaux. Quatrièmement, il y a la destruction, enfin le fait de porter atteinte à la sacralité de la transmission des savoirs, de l'enseignement, de l'intellect. On a vu que dans les principales cibles de l'armée israélienne, les écoles, les universités sont systématiquement détruites. On a vu des images quand même impressionnantes. Les universités de Gaza, qui font partie des meilleures de la région, faut le savoir, les universités de Gaza, qui ont été prises par l'armée israélienne. On aurait pu s'attendre à ce que, comme n'importe quelle armée, s'en servent comme QG, comme même centre de détention, ce genre de trucs. Non. Chaque fois que l'armée israélienne a pris une université, elle l'a détruite, même après s'être assurée qu'il n'y avait, soi-disant, pas de cache d'armes ou ce genre de choses. Elle les a systématiquement détruites. Ce qui signifie qu'il y a une volonté manifeste de détruire tout ce qui fait société. Les hôpitaux sont détruits, les universités et les écoles sont détruites, tous les systèmes qui permettent la purification de l'eau, qui permettent de produire de l'électricité, et donc d'avoir un minimum d'éléments qui permettent de survivre dans ces conditions, sont détruits. On va aller plus loin, les cimetières sont retournés. On a vu des tas de cimetières dans la bande de Gaza qui ont été retournés à la pelleteuse. C'est-à-dire que même les morts, ils cherchent à même briser la sacralité du fait on enterre quelqu'un, c'est bon, on touche plus, quoi. Même ça, ils sont allés les déterrer. On va aller encore plus loin. Les champs de culture à Gaza, l'agriculture, les cultures, que ce soit d'olivier ou autre, ou que sais-je encore, tout a été systématiquement détruit. Chaque fois qu'un terrain agricole tombait entre les mains de l'armée israélienne, ils ont systématiquement détruit ce terrain. C'est-à-dire qu'il y a une politique, et d'ailleurs quand Netanyahou ou d'autres dirigeants israéliens, ou Ben Gvir, ou que sais-je encore, parlent de recoloniser Gaza, c'est quasi illusoire. Gaza, c'est invivable maintenant. C'est invivable. La terre, elle était déjà impropre à la culture avant la guerre. C'est-à-dire que les Gazaouis mangeaient des fruits, des légumes qui étaient déjà empoisonnés. Et d'ailleurs, on avait pu suivre à l'époque de nombreux cas d'empoisonnement, que ce soit de l'eau, que ce soit de la nourriture, etc. Donc c'est ça à Gaza aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va coloniser là, Gaza ? Même ça, là on est dans une destruction qui se veut totale. Et dans la définition de génocide, il y a le fait de, je crois, peut-être tu me corriges, mais de soumettre la population à des conditions qui visent à sa destruction. Tout à fait. Notamment la famine, notamment aussi ce que tu viens d'expliquer, la pollution et l'impossibilité de vivre dans un endroit donné. Oui, ça fait partie. Ça en fait partie. Ouais. Je ne sais pas ce qui manque
comme case qui n'a pas été cochée concernant Non, le mais de génocide. toute façon, très clairement, en tout cas, si on prend la définition qui a été donnée par les statuts faits après la Seconde Guerre mondiale, et vu qui elle a concerné, je crois que personne ne remet en cause actuellement cette définition-là. Depuis le départ, encore une fois, ils sont tous remplis. Et on sait très bien qu'après, mais ça, c'est pas spécifique au génocide qui a lieu en Palestine. La grosse difficulté dans la reconnaissance des génocides, c'est jamais tellement le fait que le génocide existe, c'est le temps qu'on va mettre pour les reconnaître, et ceux pendant lesquels le génocide se commet. Je veux dire, au Rwanda, tout le monde savait très bien, il suffisait d'écouter Radio Mille Collines, C'est quand même assez et clair. tout le monde savait que c'était un génocide, et un génocide pour lequel on a nié en employant les mêmes arguments que ceux qui ont été employés par le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on a invoqué l'existence de factions armées chez les victimes même du génocide. Ça, c'est pareil. Ça n'existe pas. Je veux dire, on ne définit pas négativement en disant ça n'est pas un génocide, parce que dans la population concernée, il y a des groupes qui se défendent même de manière armée, parce que sinon, il n'y a pas de... En réalité, Dans ce cas-là, il il n'y y a a pas de eu, génocide. voilà, il y a eu Sinon, aucun génocide. on pourrait Mais, justifier le génocide des Juifs de Varsovie parce que le Bund était présent, ce genre de choses. Enfin, mais c'est-à-dire que ça fait quand même un petit peu partie des arguments qu'on entend maintenant, puisqu'il faut quand même rappeler que les Israéliens ne sont pas les défenseurs de la mémoire de la Shoah. Ils sont même allés très très loin dans la négation et dans le mensonge sur l'histoire. Je veux dire, quand on dit que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs et que c'est le grand moufti de Jérusalem qui a soufflé cette idée aux nazis, on fait du négationnisme, hein, on ne fait pas autre chose, il n'y a pas d'autre mot. Quand on porte une étoile jaune, alors qu'on est un diplomate qui va tranquillement à l'ONU, en ayant pris les transports en commun, en ayant pu s'arrêter au parc avant, en ayant pu manger dans un restaurant, en fait, on nie ce qu'a été la réalité de l'entreprise d'extermination des Juifs et ses prémices, c'est-à-dire que quelqu'un qui portait une étoile jaune, c'était pour que tout le monde se rende bien compte qu'il n'avait pas le droit ni de s'asseoir sur un banc, ni d'entrer dans un parc, et a priori qu'il n'avait rien à faire dans des administrations ou dans des instances internationales. Et surtout, j'en venais au ghetto de Varsovie, parce qu'on a parlé de la répression tout à l'heure, et d'une répression qui est souvent déclenchée par l'action d'espèces de factions qui s'autoproclament brusquement organisation de lutte contre l'antisémitisme qu'on n'avait jamais vu avant. Je veux dire, on a quand même, dans le cas d'Elias Dimzalen, une organisation qui s'appelle désormais Lutte pour l'égalité de l'antiracisme, et qui était autrefois organisation de lutte contre le racisme anti-blanc, c'est-à-dire une vague filiale du bloc identitaire. On a aussi des partis civils qui sont clairement l'extrême droite ou la droite israélienne, et qui sont quand même allés jusqu'à reprocher, il faut le savoir, à Elias Dimzalen et à d'autres, d'être allés visiter le mémorial de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et on en est à une avocate qui a quand même dit que le simple fait que Elias soit allé visiter ce mémorial alors que l'insurrection du ghetto de Varsovie avait été une insurrection violente, montrait donc qu'il soutenait la violence contre les Israéliens. Donc on en est à ce stade-là de désacralisation de l'histoire, qui n'est pas seulement celle de l'histoire des Palestiniens, même si c'est évidemment eux qui sont les victimes du génocide, mais aussi une désacralisation d'un autre génocide qui est pourtant qui est cité en référence par les bourreaux eux-mêmes. C'est une folie, parce que moi, malheureusement, le procès, j'ai pas pu rentrer dans la salle. J'étais pas au courant qu'il y avait ce genre d'argument qui avait été imposé. C'est quand même terrible d'en être arrivé là pour défendre le génocide actuel en Palestine. Parce qu'il faut le dire, hein, toutes ces organisations, les médias, etc., défendent un génocide. Et clairement, demain, je l'espère, ils passeront devant des tribunaux pour en répondre, pour avoir soutenu un génocide. Il faut le dire à un moment donné, c'est-à-dire que ça a des conséquences de soutenir un génocide. En tout cas, ça devrait avoir des conséquences, je l'espère. De toute façon, je ne suis pas juge et je ne suis pas policier. Donc, alors justement, peut-être on va en venir avant de conclure. Mais si tu me permets juste un point, en fait, il manquait un point sur les 5 piliers qui fait une société. C'est la sacralité tout court. C'est-à-dire que tout ce qui fait
les liens entre la population, soi-même et l'absolu, Dieu, ou quelle que soit la manière dont chaque société définit les transcendances. Israël cherche à détruire tous ces lieux. Donc c'est pour ça qu'il y a une destruction systématique, par exemple, des mosquées, mais aussi des églises. Même si c'est moins, parce que beaucoup d'alliés d'Israël sont des pays occidentaux qui se revendiquent chrétiens, etc. Donc il faut un peu les ménager. Une destruction systématique des mosquées, mais il y a aussi le fait qu'Israël cherche en permanence à nous faire perdre la foi, à nous décourager et à nous dire, en fait, pour qu'on se dise que en fait, c'est impossible de gagner face à eux, il faut lâcher l'affaire. Et ça, c'est probablement encore pire que la destruction des lieux où on se retrouve, des mosquées, de tout ce que tu veux. Si on perd la foi, en la capacité qu'on a de faire face à cette barbarie, et donc de rétablir ce qu'a pu être la Palestine par le passé, et de mettre fin au colonialisme et à cet impérialisme, oui, là on a une destruction totale de la société. Et c'est ce qu'ils cherchent à faire à Gaza, mais c'est ça qui est encore plus terrible, c'est qu'à Gaza, ils ont cherché à détruire les Gazaouis dans ce qu'ils avaient de plus profond, et ils n'ont pas réussi. Ils ont détruit tout ce qui était matériel, les corps, les lieux, les machins, mais ils n'ont pas réussi à détruire l'esprit des Gazaouis et la foi des Gazaouis. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est quand même un point incroyable. Désolé, je te laisse Non, mais reprendre le fil. là-dessus, je pense que c'est aussi parce qu'ils sont pas conscients de leur propre histoire et de l'histoire du peuple juif face au génocide. C'est-à-dire que s'ils réfléchissaient un tout petit peu, ils sauraient que effectivement la Shoah était la pire atrocité qui ait jamais été commise sur le territoire même de l'Occident, parce qu'ailleurs, il s'est passé aussi des choses. Mais après la Shoah, c'est justement, évidemment, le moment où le peuple juif, et pas que ceux qui ont choisi le sionisme, a quand même pris conscience de lui-même, en tout cas les survivants, et que donc l'entreprise d'extermination nazie, elle n'a pas abouti. Sur cette dimension-là, de toute façon, elle n'a pas abouti. Mais c'est une erreur des génocidaires israéliens qui croient pouvoir en fait être à la fois les survivants du génocide, alors qu'ils les ont toujours méprisés, et que ça a été aussi un des grands discours, de certaines factions sionistes. Le fait que les juifs ne seraient pas morts s'ils avaient été sionistes avant, c'est quelque chose qui a été dit très brutalement aux gens depuis toujours dans la lutte contre l'antisémitisme. Mais d'une part, ils voudraient être ces survivants-là, et en même temps, ils voudraient être la même chose que les bourreaux nazis. Mais les bourreaux nazis n'ont pas réussi à faire un Reich de 1000 ans, et c'est justement là que je voulais qu'on en vienne, parce que il ne s'agit pas de perdre la foi, mais il s'agit aussi de l'existence dans ce monde-ci, et surtout en France. Comment toi tu vois, en dehors du soutien évidemment aux personnes qui sont réprimées, comment tu vois la manière dont on peut être utile aujourd'hui à la lutte contre le génocide après 1 an et demi, presque 1 an et demi, en sachant que les manifestations ne sont pas accessibles à tout le monde toutes les semaines. Comment tu vois la suite de la lutte par rapport à tout ça? Alors, quelques éléments. Déjà, on ne va pas se leurrer, c'est pas depuis la France qu'on va libérer la Palestine ou même peut-être mettre fin au génocide. Par contre, on a une mission et un rôle fondamental par rapport à ça. Déjà, il y a une question morale, une question de foi. On ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe en Palestine. C'est pas possible. Et même ailleurs, c'est pas que la Palestine, mais là on parle de la Palestine. Donc même si on devait être seul à lutter, on le fait pour être capable de se regarder dans une glace demain et pour être capable de dire à ses enfants, à ses petits-enfants, si on en a, je n'ai pas fait partie, ou quand ils nous poseront la question plutôt, parce qu'il ne s'agit pas de dire je, mais si nos enfants, nos petits-enfants nous demandent, est-ce que tu as fait quelque chose à l'époque, d'être capable de dire, je n'étais pas dans le camp des génocidaires et j'ai tenté de faire ce que je pouvais contre ça. Ne serait-ce que ça. Puis là, je vais parler d'une dimension peut-être qui parlera plus aux croyants, musulmans, etc. C'est que nous ne sommes pas comptables des succès ou du résultat. Ce qui importe devant Dieu, devant Allah, c'est le fait d'agir. C'est l'action qui compte en premier. Même si tu devais être seul à boycotter, même si tu devais être tout seul à boycotter, tu le fais pour que demain, tu te retrouves pas devant le Seigneur à devoir rendre des comptes sur le fait que tu as financé
le meurtre d'innocents quelque part dans le monde. Donc déjà, il y a la question morale. C'est-à-dire que si on se mobilise, quelle que soit la forme de la mobilisation, le boycott, les manifestations, les conférences, la conscientisation politique, etc., on le fait d'abord pour soi, pour se sauver. Pour se sauver face à nos propres familles, face à notre entourage, mais aussi pour se sauver face au divin, face à la responsabilité morale qu'on a face à des événements pareils. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est que la mobilisation, ça paye. Je dis souvent ça, c'est que si tu ne te mobilises pas, tu peux être sûr qu'il ne se passera rien, que rien ne changera. Par contre, si tu te mobilises, tu n'as pas la garantie du résultat, mais il n'y a que comme ça que tu peux potentiellement changer les choses, apporter même un brin de changement. Par contre, si tu ne fais rien, là c'est sûr, rien ne changera, et ça sera même pire. On a vu les conséquences de l'inaction face à la répression, face à des massacres, face à des génocides, face à la ségrégation, ce que ça a donné. On a vu par exemple l'effondrement du tissu associatif musulman, ce que ça a donné. L'État a continué à taper toujours plus fort. C'est pas parce que les musulmans ont choisi de se taire par peur, par répression, etc., que l'État a arrêté de frapper. Non, l'État est allé encore plus fort dans la répression. Et je vais aller plus loin. Ce qui a permis le génocide, par exemple, des Juifs en Europe, des autres communautés en Europe, le génocide de Srebrenica en Bosnie, ce qui a permis, par exemple, le génocide au Rwanda, c'est que les populations qui ont subi ce génocide-là, alors je ne dis pas qu'elles ne se sont pas du tout défendues, c'est pas ça, mais qu'elles se sont retrouvées à un moment donné dans un état de vulnérabilité et n'ont opposé que peu ou pas de résistance. Pour X raisons, il s'agit pas, je ne suis pas là à juger, hein, mais n'ont opposé que peu ou pas de résistance face à la logique génocidaire. Je prends le cas de Srebrenica, par exemple. On ment aux musulmans de la ville, on les désarme, et une fois qu'on les a désarmés, on les massacre. Qu'est-ce qu'ils peuvent opposer face au massacre, une fois qu'ils sont désarmés ? Les Juifs d'Europe, qui pour beaucoup ont fait le choix de l'intégration, qui ont tenté de jouer le jeu, c'est toujours important de le rappeler, c'est qu'on n'était pas dans une... Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'islamophobie, c'est dû au fait qu'il y a un retour de l'identitaire. En réalité, non, en Europe, c'est jamais comme ça, c'est pas ce facteur-là qui compte. Et il faut effectivement rappeler que la période où vraiment se développe la forme génocidaire de l'antisémitisme, c'est le moment où les Juifs sont une période le plus intégrés. Où justement, voilà. C'est clair. Tu prends la communauté juive allemande, par exemple, c'est probablement la communauté juive la plus assimilée d'Europe avant le génocide. C'est l'une des plus assimilées. Quand je dis assimilée, c'est-à-dire que ça y est, tu pouvais plus... il était arrivé à un stade où tu ne pouvais plus distinguer un juif d'un non-juif dans la société allemande. C'était quasi impossible. Oui, mais c'est... À part pour les franges peut-être religieuses, etc. Ce qui caractérise aussi les périodes génocidaires qui contaminent bien au-delà de l'endroit où se produit un génocide. Et c'est pour ça qu'on peut bien parler de génocide islamophobe sur ce qui se passe en Palestine. Parce que quand tu dis les juifs étaient très bien intégrés, oui, mais la caractéristique du discours génocidaire... quand bien même il n'a pas encore été mis en application, c'est de dire que quoi que la cible fasse, de toute façon, elle est coupable. Et on le voit très bien actuellement, même en France et en Occident en général, dans la bouche des islamophobes, et notamment en France, qui est quand même une des pointes les plus avancées. Il y a ce qui cohabite, c'est à la fois l'accusation de séparatisme, hein, donc le fait qu'on irait se mettre de côté et qu'on irait nous-mêmes se ghettoiser pour faire je ne sais quoi, et de l'autre, l'accusation de complot frériste, qui est qu'on ferait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on s'intégrerait. Mais ça, c'est typique de l'injonction, des injonctions contradictoires qui mènent à des discours d'élimination. C'est que finalement, que tu fasses blanc ou noir... Tu es toujours fautif. En fait, on est à la fois partout et séparé. C'est ça la grande contradiction du discours. Mais ce que je voulais dire, c'est que aussi le fait qu'en Palestine, c'est un génocide qui est en cours, mais qui n'est pas achevé. Et l'une des principales raisons qui fait que ce n'est pas achevé, c'est cette fameuse question du fait que ce dernier pilier de la foi et de la croyance en fait qu'on va tenir bon, ils n'ont pas réussi à l'atteindre. Parce que un peuple est perdu quand on brise sa volonté de résistance et de résilience. Là, il est perdu. Parce qu'il ne sera pas capable, il n'aura pas les outils même moraux, spirituels, même matériels, mais ça c'est encore autre chose. Il n'aura pas les outils pour faire face à ce qui va lui tomber dessus.
Et ce qui fait aujourd'hui que, parce qu'on parle quand même à Gaza d'environ 200 000 morts, probablement plus aujourd'hui. Les bombardements, on estime, bon, il y a les chiffres officiels du ministère de la Santé à Gaza, mais on sait qu'ils sont complètement sous-estimés du fait que le système de santé de Gaza s'est totalement effondré, ou quasi totalement effondré. Les estimations qu'on a d'experts en artillerie parlent de au moins 90 000 ou 100 000 morts, ne serait-ce que du fait des bombardements. Si on inclut les massacres, la famine, les épidémies, on doit être à 200 000, voire plus de 200 000 morts aujourd'hui à Gaza. Il y a des estimations qui parlent que d'ici la fin de l'année, on aura probablement dépassé les 300 000 morts. Ce qui signifie au moins 10-15% de la population de Gaza, je le précise. Avec environ 150 000 Gazaouis qui avaient quitté la bande de Gaza avant la fermeture du point de passage de Rafah. Donc on a une population qui a été drastiquement réduite. Mais ce qui fait que ce génocide, l'armée israélienne ne peut pas s'y consacrer à 100%, c'est une raison très simple. C'est qu'en face, ils ont une résistance acharnée. Ils font face à une résistance acharnée. Parce que j'avais déjà vu des experts militaires en parler. Au début, je n'ai pas vraiment pris conscience du truc. Ils disaient il est difficile pour une armée de perpétrer à la fois un génocide et de faire la guerre. Et ce qui caractérise notamment, par exemple, les génocides qu'on a connus en Europe, notamment le génocide des Juifs, etc., c'est le fait que ces génocides ont pris place dans les lieux où les génocidaires avaient le contrôle. Les Juifs qui ont le plus subi en Europe, concrètement, c'est les Juifs qui étaient dans des zones sous occupation, en Allemagne, en Pologne, donc des zones sous contrôle quasi total ou total allemand, et des nazis. C'est ces Juifs-là qui ont le plus subi. Aujourd'hui, Gaza, certes, l'armée israélienne est présente, mais l'armée israélienne, elle s'enlise dans la bande de Gaza. Elle massacre à tout va, mais il est difficile pour elle à la fois de mener le génocide et en même temps d'avoir la victoire militaire sur le terrain qu'elle n'arrive pas à obtenir. Écoute, merci. Je ne sais pas quelle autre conclusion avoir. Je tiens d'abord à dire que je voulais que c'est le genre d'entretien que j'attendais et je voulais que ça soit long parce que je trouve qu'il y a évidemment beaucoup de discours sur la Palestine, mais finalement on entend encore très très peu de voix palestiniennes sur la longueur, c'est-à-dire pas juste 10 minutes par-ci, par-là pour dire ce qui se passe ou pour dénoncer tel ou tel massacre, et qu'il y a aussi à gauche une nécessité de prendre conscience de l'importance de cette parole-là, qui est une parole de construction politique et pas seulement une parole de témoignage. Et après, je ne sais pas si tu veux faire une conclusion particulière. Nous, pour Ligne de Crête, à part appeler à l'intifada à Paris, je ne vois pas quoi d'autre. Voilà, c'est notre pure responsabilité. Mais voilà, je ne sais pas si tu as quelques mots de conclusion pour la suite. Écoute, déjà, je te remercie. Je remercie toute l'équipe de Ligne de Crête et je remercie aussi le lieu qui nous accueille aujourd'hui. On ne va peut-être pas le citer, mais le lieu... Ouais, on peut le dire. C'est Paris Pluriel, c'est ça Non, Fréquence Paris Pluriel, donc à la radio Fréquence Paris Pluriel, qui est une des dernières radios autonomes, indépendantes sur Paris. Et ouverte jusqu'à aujourd'hui. Et ouverte, voilà. Et ouverte, donc ça c'est important parce qu'on perd de plus en plus des lieux où on peut se retrouver. Et il y a une accélération ces derniers temps, donc c'est précieux ce genre de lieu. Donc je voulais tous vous remercier. Et également, en fait, c'était aussi répondre à ta question. Je me suis éloigné dans certaines digressions. Ce qu'on peut faire pour la Palestine, c'est continuer la lutte, boycotter, continuer à se politiser, continuer à construire la mobilisation, non seulement pour la Palestine, mais aussi nos propres mobilisations ici contre l'islamophobie, contre le racisme, etc. Et je ferai un petit peu de pub, rejoignez Urgence Palestine. Si vous êtes intéressé par la construction aussi d'un discours politique de la communauté musulmane, rejoignez Perspective musulmane. En tout cas, rejoignez toutes ces dynamiques-là, toutes ces dynamiques de lutte, où que vous vous trouviez. Si vous ne trouvez pas d'Urgence Palestine en local, luttez, organisez-vous, contactez Urgence Palestine pour pouvoir participer à ce mouvement extraordinaire de lutte pour la Palestine et de lutte même qui va bien au-delà de la Palestine en réalité. Ce sera le mot de la fin, je pense, et on continue la mobilisation, et la mobilisation, ça paye. Merci.